Hello ho! Aujourd'hui, on va parler de No Way Home, le dernier Spider-Man. Je tourne cette vidéo le 16 décembre, donc le lendemain de la sortie du film. J'espère faire le montage et la post-prod très rapidement. On va faire ça en 3 parties. D'abord un petit résumé, ensuite une partie no spoil et enfin une partie spoil, très simple. Les événements de No Way Home reprennent directement après la fin des événements dans Far From Home, à savoir que Quentin Beck, aka Mysterio, fait une fake news en affirmant que Spider-Man et les drones Stark ont attaqué les citoyens de Londres, mais l'ont aussi attaqué sous prétexte que Spider-Man affirmerait être l'unique héritier de Iron Man. Et puis il dévoile l'identité de Peter Parker, une information que s'empresse de dévoiler le Daily Bugle et le bouillonnant J. Jonah Jameson, incarné par J.K. Simmons, soit le même acteur pour le même personnage dans les 3 premiers Spider-Man de Sam Raimi. Et suite à ça, le quotidien de Peter Parker est totalement chamboulé. Certaines personnes pensent qu'il a effectivement tué Mysterio et qu'il est un terroriste, d'autres ont des doutes. Quoi qu'il en soit, le simple fait que tout le monde sache que Peter Parker est Spider-Man a un impact certain, non seulement sur son quotidien, mais sur son avenir proche et lointain. Peter Parker, mais aussi Ned et MJ. Voyant que la situation lui échappe totalement, et cela malgré l'apport d'un excellent avocat, Peter décide de se diriger vers les services d'un certain Doctor Strange afin que tout le monde puisse oublier qui est Peter Parker. C'est le début du problème. Pour la partie no spoil, j'ai beaucoup aimé. C'est un très bon film qui donne ce qu'il a promis, soit un fanservice à son sommet. Pour autant, c'est sans fulgurance, sans identité visuelle et scénographique très distincte, ce qui en soi ne surprend pas vu que le réalisateur John Watts est une sorte de yes man qui fait bien son boulot. L'humour est au point, comme d'habitude dans le MCU, un peu trop lourdingue par moment, mais c'est pas très grave. La dramaturgie est enfin présente, mais voilà, malgré le fait que j'ai passé un très bon moment, j'ai ressenti toutes sortes de sensations, c'était merveilleux, une bouffée de nostalgie et de mélancolie incroyable. Il n'empêche que No Way Home reste un film de commande réalisé par un yes man. Ce faisant, tout le côté mise en scène, réalisation, la lumière, la photographie, mais aussi le narratif, tout est très lisse, il n'y a pas de grosses surprises, on n'est jamais estomaqué plus que ça, parce qu'il n'y a pas d'inspiration au demeurant. À cet égard, c'est vraiment l'antithèse de Eternals de Chloé Zhao qui a insufflé sa patte au film. Eternals, clairement, c'est un film d'auteur du MCU. Là, on est dans un film MCU de A à Z, pour le meilleur et pour le pire. Pourtant, j'ai trouvé que les scènes d'action étaient réussies, mais c'est vrai qu'en termes d'exécution, il y aurait eu matière à faire beaucoup mieux, quand bien même certains passages sont assez incroyables. Au niveau du character building, le développement des personnages, c'est plutôt réussi dans l'ensemble, même si du fait que ce soit un film et du fait qu'on ait que entre guillemets 2h30, certains protagonistes, parce qu'il y a énormément de protagonistes qui sont introduits ou réintroduits, sont mis en retrait. Je pense que le film va satisfaire la plupart des fans. Là où il pourrait être décevant, c'est pour celles et ceux qui en entendaient trop, mais aussi ces personnes qui aiment, qui apprécient décortiquer un film sur chaque aspect pivot. Le visuel, l'écriture, les effets de lumière, la photographie, l'usage des couleurs, la maîtrise des effets spéciaux, la cohérence de la structure narrative. Là, clairement, si vous êtes trop tatillon, je pense que ça ne va pas le faire. Il y a quand même pas mal d'incohérences, et encore une fois, en termes de substance, en termes d'âme, c'est pas la folie. Et c'est à peu près tout pour la partie no spoil. On va directement basculer sur la partie spoil. Clairement, le point d'orgue, c'est le retour de Tobey Maguire pour les 3 premiers Spider-Man et Andrew Garfield pour les 2 Amazing Spider-Man qui ont suivi. C'était clairement le moment où la salle n'en pouvait plus, et on a eu des applaudissements à n'en plus pouvoir. Une pluie de liesse et de joie que je n'avais plus vu depuis probablement Endgame ou Infinity War. Juste avec ce genre d'émotion, ça justifie le passage au cinéma dans les salles obscures. Qui plus est, j'ai trouvé qu'il y avait une bonne alchimie entre les 3, des petits pics, mais également des discours assez importants, assez introspectifs, sur la nécessité de passer outre la rage qui peut être inoculée une fois que l'on a perdu quelqu'un d'important. Ici, pour Peter Parker, aka Tom Holland, ça va être le personnage de Tante May. Et ce que j'ai également aimé, c'est cette présence d'aspérité qui est très visible et assumée chez chacun des 3 Spider-Man. Notamment Andrew Garfield, qui déclare avoir succombé à la haine suite à la mort de Gwen. Il ne s'en est pas remis, il lui dit lui-même il ne s'en remettra jamais. Pour le personnage de Tobey Maguire, c'est surtout la mort de l'oncle Ben qui continue de le hanter. On apprend tout de même que les choses n'ont pas été si faciles que ça avec Mary Jane. On ne va pas dans le détail, mais on comprend qu'ils se sont séparés, puis qu'ils se sont remis ensemble, ce qui tend à corroborer les événements qui se passent dans le Spider-Verse de Miles Morales. Très très bon au passage. Quoi qu'il en soit, même si je m'attendais à ce qu'ils apparaissent vraiment à la toute fin et qu'on ait aucune explication
d'exposition. Il y a quelques scènes d'interaction qui sont là et heureusement elles sont très bien réalisées. Des petites séquences de filles, des petites speeches de développement personnel, une pointe d'humour, la réalisation que le temps est bel et bien passé, quitte à nous donner un petit coup de vieux. Mais ça reste trop bref. On en aurait voulu vraiment plus, histoire de caractériser comme il se faut ces deux premiers Peter Parker anthologiques, et on se demande vraiment s'ils vont apparaître plus tard dans d'autres films ou s'il s'agissait vraiment d'un fanservice pur et simple. Quant au Nemesis, clairement le méchant incontournable pour moi c'est le Bouffon Vert, interprété par un Willem Dafoe exceptionnel. Il restitue la folie humaine mais d'une manière magistrale, théâtrale, incroyable. Ce pivot qu'il met en œuvre entre la personnalité totalement destructrice du Bouffon Vert et l'être humain qui est encore présent, qui cherche à guérir, qui cherche une sorte de rédemption, tout cela est très bien amené, d'autant plus que son impact scénaristique est majeur. C'est lui qui cause la mort de Tante May. Et à ce titre, j'ai trouvé que toute la scène du début à la fin était poignante au possible. Qu'il s'agisse du moment où le sixième sens de Peter s'active et où celui-ci parvient à déceler la supercherie du Bouffon Vert, qui se faisait passer pour Harry Osborn, mais aussi toute la séquence de combat dans l'immeuble dans lequel vit Happy, c'est très viscéral, très brutal. On ressent pour une fois l'impact des coups, et à nouveau la folie du Bouffon Vert, ce démon qui n'hésite pas à sourire et à rire alors qu'il se prend des tatanes de Peter Parker. C'est vraiment le moment où on sent que le lore Spider-Man de Tom Holland est en train de basculer dans une certaine noirceur. De même, la mort de Tante May est mise en scène de manière très dramatique, très tragique. On pense qu'elle va s'en sortir, elle dit que tout va bien, mais elle a du mal à récupérer son souffle, et puis au fur et à mesure on réalise que non, en fait elle est en train de mourir, et elle va mourir, ce qui nous laisse un Peter Parker dévasté. Une autre scène que j'ai beaucoup appréciée, c'est le fait que lors de la deuxième rencontre entre le Bouffon Vert et Peter, celui-ci tente de tuer le Bouffon Vert. Alors même que auparavant, ils étaient mis d'accord avec les deux autres tomes, comme quoi, oui, la vengeance n'est jamais la solution, il ne faut pas succomber à la haine, c'est le début de la fin, etc., etc. Mais au final, là, tout de suite, tu te retrouves face au meurtrier d'une des personnes que tu affectionnais le plus au monde. Sans l'intervention du Spider-Man de Tobey Maguire, le Bouffon Vert aurait été la première victime de Peter Parker. J'ai également apprécié le personnage de Otto Octavius, qui joue un rôle très particulier, très spécifique à même les Nemesis. C'est vraiment le seul qui, une fois qu'il parvient à reprendre le dessus sur ses tentacules, redevient lui-même et s'approprie le rôle de Deus Ex Machina qui permet à nos trois Spider-Man de mener à bien leur œuvre caritative eu égard à tous les Nemesis qu'ils tentent de guérir. Un autre méchant dont le développement est réussi à mon sens, c'est Electro. J'avais trouvé son portrait dans The Amazing Spider-Man très succinct, très bref, très lisse. Un personnage inintéressant, on comprenait même pas pourquoi il était méchant. Je suis tombé dans un bac d'anguilles, j'ai la haine, je vais tous vous tuer. Ok. D'ailleurs c'est assez marrant parce qu'ils font dans ce film des références assez humoristiques à cet égard. On arrive à creuser un peu plus derrière le personnage de Electro. Qui plus est, en termes de chara-design, c'est beaucoup plus réussi. Au niveau de mes autres scènes favorites, j'ai beaucoup aimé la première rencontre entre Peter et Octopus. Encore une fois, il n'y a pas de fulgurance, mais ça reste très plaisant à l'œil. Il y a un moment donné où Otto Octavius et Peter se battent à coups de tentacules d'un côté et pattes mécaniques de l'autre. Ça fait vraiment duel méca araignée pieuvre très réussi, j'ai adoré. Le duel Peter versus Doctor Strange en termes de mise en scène de scénographie est peut-être le plus réussi. On a pas mal de bonnes idées visuelles qui sont mises en place. Après, pour la conclusion, je comprends pas du tout comment Strange peut perdre contre Peter, et surtout qu'il reste emprisonné aussi longtemps dans sa dimension, ça me paraît une belle facilité scénaristique. Quant à la scène finale de l'échafaudage, alors j'ai adoré, je vais pas vous dire le contraire, le côté nostalgique, hype, le fait qu'on envoie trois Spider-Man lutter contre toutes sortes de Nemesis revenus d'entre les tombes, c'est incroyable. Cela étant dit, en termes visuels, en termes de chorégraphie, mis à part quelques séquences, c'est pas génial, c'est très flou déjà, on a beaucoup de mal à distinguer qui est qui, surtout que quand on regarde les trois premiers films puis les deux premiers Amazing Spider-Man, on réalise que chaque Spider-Man a son style de combat bien à lui. Tobey Maguire est beaucoup plus physique, rentre dedans, il fait davantage usage de sa force, là où Andrew Garfield est beaucoup plus agile, beaucoup plus adroit, beaucoup plus voltigeur, ce qui donne lieu à des séquences très aériennes, très stylisées, et Tom Holland c'est une sorte de mix maladroit des deux. Je vous cache pas qu'en termes esthétiques, c'est celui dont je préfère le moins les séquences d'action. S'ils avaient fait un réel effort en observant à nouveau les séquences d'action des précédents Spider-Man, en faisant appel au directeur des effets spéciaux, au directeur des chorégraphies d'alors, je pense qu'on aurait eu beaucoup plus de facilité à reconnaître qui est qui. Pareil, au niveau des costumes, j'ai l'impression que c'est les mêmes costumes, notamment celui de Andrew Garfield, il était pas du tout comme ça à la base, beaucoup plus proche du comics, il me semble. Quoi qu'il en soit, l'aspect hype, mélancolie, reprend le dessus, j'ai tout de même kiffé, et puis il y a quand même quelques passages, notamment le moment où les trois Spider-Man
Spider-Man décident de faire équipe pour de bon et de se synchroniser, qui sont quand même très réussis. Pour les méchants les moins convaincants, clairement c'est l'homme lézard et Sandman, l'homme sable. Pour Sandman, l'homme sable, déjà on comprend pas vraiment pourquoi il s'associe à Electro et les autres. Il veut juste retrouver sa fille. Electro il veut pas retourner dans son monde, hein, donc on comprend pas pourquoi il s'allie les deux, mais bon si vous voulez pourquoi pas. L'homme lézard c'est vraiment le pire. Le mec on le met là, mais qu'il soit là ou pas en termes d'écriture, il est invisible. C'est l'homme invisible, c'est pas l'homme lézard. Et puis pas fan du chara-design. Je préférais le chara-design du premier qui était plus réaliste. Ici c'est beaucoup plus comics et du coup on voit clairement que ce sont des effets spéciaux. Par contre en termes d'action pure, l'homme lézard, du fait de sa gestuelle, du fait qu'il soit assez massif mais aussi très rapide, est celui qui permet de contribuer beaucoup à la dynamique de l'action. Au niveau incompréhension, je vous avoue ne toujours pas comprendre l'attitude de Dr. Strange. Moi j'étais persuadé qu'il était manipulé par un autre personnage, peut-être Mephisto, allez savoir. Le fait qu'il accepte si facilement de céder à la requête de Peter Parker alors que les conséquences risquent d'être dramatiques, le sont au final. J'ai pas compris. Pour moi c'est incohérent avec la persona de Strange que je m'étais faite au fur et à mesure de ses précédents films. Quant au multiverse, j'ai pas compris pourquoi il n'y a aucun lien qui est fait avec ce qui se produit à la fin de Loki, soit le déclenchement du multiverse. Ça aurait été bien de faire un minimum de liens. Du coup on a vraiment l'impression que c'est juste à cause d'une grosse connerie de Peter et de Strange. Pour vous dire, les deux ils ont même pas fait une ébauche de ce qu'ils allaient faire, ils l'ont fait en mode de spi, allez on improvise, et Peter ouais non finalement tu vas rajouter ça, tu vas faire nanana. Ouais. Ok, cool. Pourquoi certains personnages du multiverse sont apparus? Les deux Peter Parker, c'est génial, mais je m'attendais vraiment à ce qu'on ait aussi Mary Jane Watson, aka Kristen Dunst, surtout qu'on l'a vu en tournage avec l'actrice qui incarne Deborah, je crois, dans Daredevil. Apparemment, à cause du Covid, certaines scènes n'ont pas été tournées, peut-être qu'elles devaient apparaître, finalement, bon, elles n'apparaissent pas, pourquoi pas. Autre chose que je comprends pas, Gwen est morte, mais le truc c'est que tous les Nemesis qui réapparaissent sont morts eux aussi, mais ils réapparaissent quand même. Pour revenir à Daredevil, le personnage de Matt Murdock, incarné par le même acteur de la série Netflix Daredevil, fait son apparition. J'aurais voulu que ça soit plus qu'un caméo. Là, c'est vraiment un caméo qui est très stylé. J'ai adoré le moment où, bam, il rattrape la brique. I'm an excellent lawyer. Quelque chose comme ça. Je sais plus ce qu'il a dit exactement. Mais bon, c'est pas très grave. On sait de toute manière qu'il apparaîtra plus tard, surtout avec ce qu'il est en train de se passer, eu égard à une autre série dont je ne citerai pas le nom. Pour le personnage de MJ, j'ai beaucoup aimé, j'ai trouvé que c'était son interprétation la plus convaincante à ce jour. Dans le premier opus, bon, elle était assez mise en retrait. Dans le deuxième opus, on commençait à cerner sa personnalité, ses ambitions, etc. Et là, clairement, bon, déjà son alchimie avec Tom Holland est manifeste, mais au-delà de ça, son courage et ses valeurs de vie sont bien narrées, sont bien exécutées. Je me suis enfin attaché au personnage. Ned est un peu plus mis en retrait, mais c'est pas très grave. Il apporte une certaine légèreté à l'œuvre. Petite déception également pour le personnage de Jonah Jameson. À l'époque des 3 premiers Spider-Man, J.K. Simmons était parvenu à donner au protagoniste une dimension très singulière, très satirique, très réussie. C'était non seulement très drôle, mais on parvenait également à décerner un semblant d'humanité dans quelques séquences. Ici, je n'ai ri à aucune reprise. Je l'ai trouvé moins piquant, moins revêche. J'imagine que les scénaristes n'ont pas accordé beaucoup de temps à ce protagoniste, et c'était bien dommage, car pour moi, il fait partie du Spider-Verse de manière indélébile. Allez sur YouTube, tapez Jonah Jameson, et vous allez vous taper des barres monumentales. Chaque réplique, c'était une punchline. Là, c'est une line. Quant à la fin, j'ai plutôt apprécié, j'ai aimé que Peter Parker prenne enfin ses responsabilités, suive le motto de Tante May, de grands pouvoirs impliquent de grandes responsabilités, ce qui était le motto de l'oncle Ben, de Andrew Garfield et Tobey Maguire, qu'il parvienne enfin à suivre sa boussole morale, quitte à être oublié de toutes les personnes qu'il connaît, dont MJ et Ned. J'ai trouvé que les adieux étaient très émouvants, très poignants. C'est en cela que ce film parviendra à convaincre la plupart des gens. Oui, il n'y a pas de fulgurance, oui, il n'y a pas de substance distincte, il n'y a pas de fond caractéristique, mais l'affect est là, le fanservice est là, ça va suffire pour beaucoup de monde, dont moi. Après oui, il va pas faire partie de mon top 5 du MCU, mais est-ce très grave? Non. Quant à la seule scène post-crédit, je pensais qu'il y en aurait 2, mais en fait il n'y en a qu'une. Ça concerne Venom, et pour ma part c'est une très bonne surprise, à savoir que le Venom, donc, qui est incarné par... comment il s'appelle déjà? One eternity later. Le Venom incarné par Tom Hardy est effectivement propulsé dans le MCU. Il reste dans un bar et il tchatche avec le barman. Et quand Venom commence enfin à se motiver, Strange désactive le sort, tout le monde retourne chez lui, dont le Venom de Tom Hardy. Sauf que une partie du symbiote reste dans le MCU de Tom Holland. Ce qui m'incite à penser que Marvel et Disney comptent faire un Venom bien distinct du Venom de Sony. Pour moi, c'est une excellente nouvelle pour la simple et bonne raison que je n'ai pas du tout aimé les 2 premiers Venom. Je les ai trouvés très fades pour le coup, très nuls. Voilà, nuls.
nul. Carnage encore pire, sans aucun respect pour la violence caractéristique du personnage de Venom. Enfin bref, on va pas non plus passer 10 heures. Si on peut avoir un Venom MCU qui sera pour le coup méchant, j'imagine, c'est parfait, ça me va. On a ensuite eu un teaser en guise de deuxième scène post-crédit du prochain Doctor Strange, The Multiverse of Madness. Ça a l'air très sympa, on revoit le Doctor Strange hyper puissant qui a été introduit dans What If. Je ne pense pas qu'il s'agisse du même, parce que si c'est le même, bah en gros personne ne pourra rien faire contre lui, il est beaucoup trop puissant. Ça s'annonce très sympa, d'autant plus qu'on revoit Wanda Maximoff. Et voilà, encore une fois, j'ai beaucoup aimé, c'est une très belle Madeleine de Proust. Ça ne va pas au-delà de la Madeleine de Proust, ça ne va pas au-delà de l'effet nostalgie. Pour moi qui ne suis pas non plus ultra fan de l'homme araignée, ça me va. Tout ce que je demande encore une fois, c'est que on ait d'un côté des films de commande relativement impeccables en termes d'expérience et en termes d'affect également, mais de l'autre côté, je veux également des films d'auteur, des films qui aient une identité bien distincte, des films qui aient une proposition visuelle, une proposition artistique, une proposition narrative qui se démarque de la masse. C'est ce qu'a fait Eternals, c'est ce qu'a fait WandaVision, c'est ce qu'ont fait également à mon sens Infinity War et Endgame. Il faut vraiment davantage d'œuvres qui soient aussi personnalisées. Et ce sera tout, n'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé du film. Je vous fais de gros bisous, ciao ciao.